savoir. Désormais, le rendez-vous est unique. Ces sanctuaires du savoir vous offrent l'opportunité de mieux vous vendre, vulgariser vos activités et initiatives importantes, mais aussi innovantes, vos travaux de recherche et leurs résultats, vos structures, ainsi que d'autres merveilles intellectuelles. Émission Temple du Savoir pour Congo Central pour Yangiri Mesdames et messieurs, une nouvelle édition pour vous. Nos chaleureuses salutations à vous de partout où vous nous suivez à travers le monde. Bienvenue à votre émission Temple du Savoir des séjours. Une émission EOP Sarabino toujours opportunité et à comité et à vulgariser, promouvoir vos structures, vos actions, le résultat, vos recherches et autres activités que vous menez au jour le jour. Alors, regard croisé sur la République démocratique du Congo d'aujourd'hui. C'est notre thématique et c'est le sujet que nous allons développer au cours de cette émission avec notre invité qui est déjà sur ces plateaux, Monsieur Amissi Kalala. Il est coordonnateur de l'école de résilience et acteur politique. Alors nous allons prendre cette transition, question de pouvoir soupirer. Temple du savoir. Temple du savoir. Temple du savoir. Alors, comme annoncé, nous sommes déjà sur ces plateaux avec notre invité du jour, M. Amissi Kalala. Il est coordonnateur de l'école de résilience et acteur politique. Nous allons échanger avec lui sur la structure, mais aussi les questions politiques de l'heure concernant la révision ou les changements de la Constitution. Nous allons parler également de la situation sécuritaire en République démocratique du Congo, la vie de la province du Kasaï, précisément à Tshikapa, mais également du sport, le sport qui ne va pas concerner la Ligue des Champions où le Real de Madrid a perdu hier face au Bayern, mais plutôt nous allons parler de la qualification des Léopards à la Coupe du Monde. Monsieur Amissi Kalala, bienvenue au Temple du Savoir. Merci beaucoup, Monsieur Georges. Je suis très heureux de participer à cette émission, c'est pour la toute première fois. J'apprécie les cadres, j'apprécie les gens que je trouvais dans le lieu. Normalement, je vous dis aussi merci de m'avoir invité. À nos téléspectateurs et téléspectatrices qui nous suivent là où partout ils sont, à Tshikapa notamment, on nous suit, à Lipen, un peu partout, toute la ville de province de Kinshasa. Je leur souhaite bon après-midi. On est là pour répondre à vos questions. Exactement, comme ça a été signalé, vous êtes les coordonnateurs de l'école de résilience. Alors, d'entrée des jeux, qu'est-ce que la population peut retenir comme éclairage, philosophie de l'école de résilience? L'école de résilience, c'est une structure que nous avons mis en place pour l'accompagnement de jeunes au milieu universitaire. C'est une structure que nous voulons amener au niveau national. Je ne voudrais vraiment pas parler de ça, mais comme c'est une question venant de vous, nous devons quand même faire plaisir à nos téléspectateurs de répondre à cette question. Donc l'école de résilience, je dirais, c'est une structure dédiée à l'éveil de la conscience patriotique de jeunes étudiants. Vous entendez déjà, on parle de la résilience. Donc quand on parle de la résilience, tout le monde sait ce que c'est la résilience. Nous avons choisi le code de résilience parce que nous avons diagnostiqué, nous avons compris les problèmes qui gangrènent notre société, les problèmes qui rogent les Congo aujourd'hui. En République démocratique du Congo, sur 100% de la population, vous allez retrouver 90% sont de jeunes. Je dis 90%, si ce n'est pas 90%, 72% peut-être de jeunes. Oui. Donc il fallait que le jeune soit encadré, et surtout dans des milieux universitaires. Nous avons aujourd'hui les gens qui font les universités et les gens qui sont dans les instituts supérieurs. Je prends par exemple, comment on appelle ça, l'USP, c'est un institut supérieur. Je prends l'IPEN où je suis fils maison, c'est une université. Déjà au départ, les gens doivent comprendre la différence plutôt qui existe entre l'institut supérieur et l'université. C'est lui qui est à l'université, quelles sont ses missions? C'est lui qui est à l'institut supérieur, notamment quelles sont ses missions. Oui. Et quand on est jeune, on vient fraîchement des humanités, on a décroché notre diplôme d'État. Les parents sont très contents, notamment la famille. Il y a des félicitations de part et d'autre. Et on nous envoie à l'université ou à l'institut supérieur. Quand on part à l'université, automatiquement, on devient chercheur.
On est à la recherche des connaissances, on est à la recherche de problèmes qui rongent la société afin de devenir concepteur. Donc mettre à la face du monde, proposer à la société des solutions face à des problèmes que vous avez constatés, que vous avez recherchés lorsque vous étiez à l'université. Alors que les gens qui sont à l'Institut supérieur, ils sont des techniciens. Ils ne viennent que réparer ce qui existe déjà. Ce qui existe déjà. Donc l'école de résilience c'est une structure, je reviendrai dans une émission spécialement pour parler de ça. Ouais. En tout cas, c'est une structure que nous avons mise en place pour accompagner le jeune, beaucoup plus dans le milieu universitaire, mais nous allons aussi aller à la cité parce que partout il y a des jeunes, même dans des églises nous allons fréquenter. C'est une structure qui a vraiment besoin de l'accompagnement des jeunes, qui voulait aussi accompagner des jeunes à réaliser leurs projets. Je ne voulais pas aussi dévoiler la date, mais au mois de mai ici nous avons des activités. Je pense que d'ici le 28 ou le 29, nous allons rendre public notre calendrier pour les activités que nous allons mener au mois de mai. Et dans ce sens d'accompagnement, quelles sont les activités que vous organisez déjà dans un premier temps? Par exemple, il y a des activités que nous organisons sur des conférences, donc les conférences éducatives, pour apprendre aux étudiants réellement ce qu'ils sont, pour apprendre aux jeunes leur part de responsabilité. Parce qu'on a toujours l'habitude de dire que non, l'avenir de ces pays c'est nous, le Congo de demain c'est nous. Non, mais le Congo d'aujourd'hui c'est les jeunes. Donc les jeunes doivent être en interaction avec ceux qui gèrent la société. Les jeunes doivent être en mouvement, en coalition, en collaboration avec le notable, avec le leader d'opinion, avec le gouvernant, ceux qui nous gèrent déjà, afin de connaître les problèmes de la société pour proposer des solutions. Parce qu'au Congo, aujourd'hui, on nous demande d'avoir l'expérience de 5 ans pour être engagé. D'où viendra cette expérience? En commençant par l'université, là où vous êtes à l'université, vous devez déjà commencer à mettre de projets, vous pouvez déjà commencer à entreprendre, vous pouvez déjà commencer à réfléchir sur comment travailler, vous pouvez déjà vous spécialiser dans des formations de part et d'autre. Nous, au sein de l'école de résilience, nous organisons des conférences éducatives, nous organisons notamment, comment on appelle ça, nous organisons des concours, nous allons organiser des formations de projets pour que les jeunes viennent exposer leurs projets en face du monde. Nous allons saisir notamment les juridictions sur les instances qui sont vraiment très habilitées à accompagner les jeunes dans ces domaines-là. Et ce sont des activités que nous organisons au sein de notre école de résilience. D'aucuns pensent que ces genres d'initiatives sont beaucoup plus théoriques. Que pouvez-vous répondre à ces derniers? Tout commence par la théorie. Tout commence par la théorie avant que ça devienne pratique. Mais je ne voudrais pas vraiment aborder ce débat. Je ne voulais pas que ce soit un débat de fond. Okay. Je ne voudrais pas que ce soit un débat de fond, mais je peux répondre à ces gens-là que tout commence par la théorie. Vous avez d'abord l'idée de ce que vous voulez faire. Et par après, vous les matérialisez. Quelqu'un qui achète un terrain vide aujourd'hui, il a des moyens pour construire. Premièrement, il commence par réfléchir. Il commence par réfléchir et il va consulter les architectes et les ingénieurs. Proposer, voilà ce que je voulais de mon terrain. Je voudrais avoir une maison à 3 étages, 4 étages, etc. Et après le plan, après concertation avec les architectes, après concertation avec les ingénieurs, ils se mettent d'accord par rapport à ce qu'ils peuvent faire. Donc, après la théorie, on ramène la pratique. On ne peut pas directement entamer la pratique sans théorie. Parce que l'idée de créer cette école, elle est théorique. Oui, oui. Nous l'avons créée. Mais vous ne pensez pas rester théorique? Absolument. Nous l'avons créée. D'abord, c'est théorique. Nous l'avons créée. Il faut matérialiser. Oui. C'est-à-dire que la structure doit être en norme. Oui. La structure doit respecter les normes pour qu'une structure puisse œuvrer en République démocratique du Congo, même dans des milieux universitaires. Exact. Vous devez notamment avoir l'autorisation. C'est tout un processus. Oui, donc, on commence avec la théorie et on va matérialiser. La matérialisation, c'est quoi? Nous avons organisé une conférence le 28 février. On a réuni, je salue l'honorable Doli Chulobo qui nous a fait l'honneur de venir, notamment l'excellent Samuel Kimbukusu. Ils étaient là à la conférence. Ils ont interagi avec des jeunes, ils ont échangé. C'était où comme ça? C'était au sein de l'Université pédagogique nationale. Okay. Nous l'avions organisé. Axé sur quelle thématique? Jeunes Congolais, son rôle, sa place au sein de la société. On a parlé de ça et j'ai beaucoup aimé. Après cette conférence, la secrétaire a reçu plusieurs demandes de gens venant de partout pour intégrer l'association, pour venir adhérer parce que nous fonctionnons comme ça. Il y a eu des camarades de l'UNUKIN que je salue, notamment des lycéens qui sont venus, de l'UPC aussi, ils étaient là très nombreux. Il y a eu aussi des dames de l'USP, ils sont là. Nous sommes en train de travailler. Ceux qui veulent voir notre côté pratique, dans pas longtemps, je vous ai dit que d'ici le 28 ou le 29, nous allons rendre public notre calendrier par rapport à ce que nous allons mener comme action d'ici le mois de mai et le mois de juin. Est-ce que vous avez le moyen présentement qui vous permettre de pouvoir réaliser vos ambitions? Ou vous cherchez encore?
Les moyens, ce n'est pas seulement du côté finance. Les moyens peuvent être aussi psychologiques. Exact. Bien que le démarche qu'il faut mener, ça demande aussi le moyen financier. Ici, il faut définir d'abord le concept de notre structure. C'est l'école de résilience. On parle de la résilience. Je prends le cas des inondations ici dans la ville-province de Kinshasa. Dans les endroits où il y a eu les inondations, je pense qu'il y a eu des étudiants, il y a eu des fonctionnaires de l'État, il y a eu des avocats, il y a eu des infirmiers. Quand il y a eu une inondation, ils ont tout perdu. Si vous étiez étudiant, vous avez perdu le syllabus. Si vous étiez fonctionnaire de l'État, peut-être que vous avez perdu les ordinateurs, etc. Vous avez perdu beaucoup de choses. Vous l'avez perdu. Mais si vous n'êtes pas assez résilient pour faire face à ces défis, vous allez abandonner. Nous, ce n'est pas d'abord le moyen en termes de finances non plus. Le moyen, c'est d'abord nous-mêmes. La capitale que nous avons, c'est notre énergie, c'est la foi, c'est la conscience, c'est la force, c'est le souffle de vie que l'Éternel Dieu Tout-Puissant nous a donné. Si on a ce souffle de vie, si on a le courage, si on est ce que nous sommes aujourd'hui, nous ne sommes pas dans le lit d'hôpital, nous allons travailler. Les moyens, ce sont des humains qui les créent. Pourquoi l'école de résilience? L'expression, les termes résilience vous renvoie à quelle philosophie, à quelle idée qui vous permettent de pouvoir maintenant mettre en place les stratégies, les mécanismes pour atteindre vos objectifs? L'idée nous renvoie à l'esprit de développement. La nation doit se développer. L'homme en soi doit se développer. L'homme est appelé à évoluer. Le processus de développement de l'être humain. Si l'on n'est pas résilient, on ne saura pas évoluer. Je prends l'exemple. Étudier aujourd'hui à l'INIKIN, ceux qui ont fini à l'INIKIN en 2010, en 2011, qu'est-ce qu'ils disent? Si vous n'avez pas assez de nerfs solides à l'INIKIN, vous n'aurez pas le temps, vous n'aurez pas assez de la force pour finir vos études. Premièrement, qu'est-ce qu'il faut être pour finir les études dans ces années-là à l'UNIKIN? Par exemple, je prends aussi l'exemple de l'UPEN parce que les gens de l'UNIKIN peuvent penser que je suis en train de s'encharner contre eux. Je prends aussi l'UPEN, absolument. Pour finir les études dans ces conditions-là, parce qu'à l'UPEN, il y a 5 ans, 4 ans passés, où les gens étudiaient dans les Odibash. Oui. Il faut venir, si vous avez cours à 13 h, il faut arriver déjà à l'université à 10 h, il faut chercher l'auditoire, il faut chercher la sonorisation, il faut louer des chaises. Oui. Vous pouvez louer des chaises à 200 mètres de là où vous voulez étudier. Vous comprenez un peu? Et pour venir, si vous êtes chez vous à la maison, il est 11 h 30, on vous a donné que 4 000 francs comme moyen de transport, se déplacer, arriver à l'IPEN. Vous pensez aux souffrances, vous pensez aux problèmes, aux réalités de l'université. Et si vous n'êtes pas assez résilient, vous ne ferez pas preuve de la maturité pour y aller. Vous ne ferez pas preuve. Donc la résilience nous envoie à l'idée de développement. Nous voudrons que la jeunesse congolaise comprenne réellement que sans la résilience, on sera nul. Je prends l'exemple d'un parti politique, l'IDPS, 37 ans de lutte. Le président Tshisekedi est à l'opposition. 37 ans de lutte. Ils ont perdu espoir. Etienne Tshisekedi est parti. Les leaders, les grands visionnaires, il est parti. L'IDPS est resté. Quid de la vision de l'IDPS? Quid de l'esprit de membres qui sont restés avec l'IDPS après le départ d'Etienne Tshisekedi en 2017? S'il n'était pas assez résilient, il devait abandonner. L'IDPS n'avait pas assez de moyens pour faire face au régime de Kabila. Mais ils étaient résilients, populaires. Ils ont réussi à mobiliser. Les gens ont crié à la vision de l'IDPS. Et aujourd'hui, l'IDPS est au pouvoir. C'est le fruit de la résilience. Il faut être résilient dans la vie. Quoi qu'il en soit, soyez juste en vie. Priez l'Éternel Dieu Tout-Puissant. Ayez vos idées, ayez vos ambitions. Soyez résilients. Tout projet que vous avez, vous allez le réaliser avec la résilience. Certainement, votre exemple devrait déjà nous plonger sur la thématique concernant la politique en République démocratique du Congo. Mais avant d'y arriver, vous avez souligné que vous êtes de l'Université pédagogique nationale. Dans le cadre de votre structure, pensiez-vous ou souhaitez-vous collaborer avec d'autres institutions universitaires? C'est-à-dire qu'au sein de l'université, après les comités de gestion, nous avons, du côté étudiant, nous avons la coordination ex-étudiantine. Oui. Il y a un coordonnateur qui est là, Matata Christian, que je salue en passant. Mes respects là où vous êtes, monsieur le coordonnateur. Il représente aujourd'hui l'Université pédagogique nationale. Nous sommes une structure au sein de l'université. Je vous ai dit que cette structure, nous allons l'implanter
partout. Partout, oui. Nous allons l'implanter partout. Nous allons l'implanter partout, mais dans l'université, c'est une structure scientifique d'abord qui est dédiée à l'éveil de la conscience des jeunes. Donc les activités scientifiques, notamment les concours, par exemple si je prends en droit, nous pouvons organiser des concours de plaidoirie, si je prends dans d'autres concours de communication, on organise des interactions entre les DG, les leaders d'opinion, etc. Donc nous sommes en parfaite collaboration. D'ailleurs, je voudrais profiter de cette question pour saluer une dame, je ne sais pas, la caméra centrale. Vous êtes ici. là. Oui, merci. oui. Je voudrais profiter de l'occasion pour saluer d'abord le leadership de la dame qui gère aujourd'hui l'Université pédagogique nationale. Une dame pas comme les autres. Je ne sais pas si vous la connaissez. La rectrice professeure Yvonne Ibebeke Bomangwa Saïla. Son directeur de cabinet, le professeur Yeni, je salue aussi en passant. Je voudrais saluer aussi le secrétaire général académique, M. Loaka. Ils ont modernisé cette université. Jean Loaka. Ils ont transformé. Ils ont métamorphosé l'université pédagogique nationale. Allez-y à l'IPEN aujourd'hui. Dans quel secteur comme faites ça, la différence l'IPEN là. de 4 ans passés, 5 ans passés, et l'IPEN sous Yvonne Ibebeke, vous allez comprendre. Mais l'image les gens animés. On dit que ce sont les efforts du gouvernement. Permettez-moi de finir. Permettez-moi de relever alors les caractères spécifiques du comité Ibebeke. Je voudrais que vous me permettiez de finir la réflexion. Les gens de très mauvaise qualité, animés de la mauvaise foi, qui ont voulu salir l'image de l'UPEN, parce que je suis très fier de cette université, oui. C'est là où je suis formé. Ils ont créé les images, notamment grâce à l'intelligence artificielle, balancées sur les réseaux sociaux, montrer comment la volonté du garant, du président de la République, embellir l'UPEN, mettre aujourd'hui les étudiants de l'UPEN dans de très bonnes conditions. Le beau bâtiment, les infrastructures aujourd'hui que l'UPEN a, les gens ont créé des images grâce à l'intelligence artificielle pour montrer à la face du monde. Voilà ce qu'est devenu l'UPEN. Heureusement, nous avons reçu la ministre de la Jeunesse et le ministre de l'Enseignement supérieur universitaire, Madame Thérèse. Oui. Ils étaient là, très satisfaits de cette dame, à son arrivée, l'accueil. Donc je voudrais d'abord remercier ces comités parce que vous voulez que l'on vous parle d'un côté spécifique que l'UPEN a émergé. Oui, du côté spécifique, ça serait intéressant. Aujourd'hui, au sein de l'IPEN, quand vous arrivez, je prends côté académique. Oui. Tout est digitalisé. Ah bon? Vous pouvez rester chez vous à la maison. Vous avez l'IPEN. Vous avez votre horaire sur la plateforme Sysnet. Vous avez vos pourcentages que vous avez eu à faire pendant la session. Vous pouvez faire recours chez vous à la maison, à la toilette. Sans pourtant se déplacer. Sans pourtant se déplacer. Est-ce que vous imaginez? C'est un développement. C'est un développement. Là, il faut applaudir. Vous pouvez faire des recours sans toutefois se déplacer. Vous les faites chez vous à la maison. On vous délibère à minuit. Vous n'avez pas le temps d'attendre que l'on va afficher encore des résultats. Cherchez comment se déplacer le matin pour aller à l'UPEN. Grâce à votre téléphone, votre bureau, votre portable, avec votre numéro matricule que chaque faculté met à la disposition de ses étudiants, vous tapez sur Sysnet, vous avez les données. Vous avez les données. C'est une initiative. Les parents n'ont pas à s'inquiéter. Okay. Question d'avoir le numéro matricule de votre fille, de votre fils. À partir de la maison là où vous êtes, vous pouvez checker. Vous aurez toutes les données. Vous pouvez dialoguer, vous pouvez échanger avec l'université. Ok. C'est un pas, il faut applaudir. Je la salue, cette dame. C'est à saluer. Je voudrais demander à mes camarades étudiants de l'UPEN d'accompagner cette dame. D'accompagner cette dame. Madame la ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire, jetez un coup d'œil à l'UPEN. Vous ne regretterez jamais d'avoir fait, soit porté votre choix sur cette dame, Yvonne Ibebeke. Maman, là où vous êtes, je vous dis merci. Notamment nous, les jeunes étudiants, grâce à la coordination chapeautée par Christian Kabouyaka Nindamatata et Boukaka Chance, la VP. Okay. Les problèmes des étudiants sont à l'écoute chez la rectrice, l'ensemble du comité de gestion. Je le dis merci. Contrairement à ce qui se disent dans le couloir concernant le comité de gestion actuel de l'UPN. Je peux vous faire un petit rappel historique. Il y a un ancien chef d'État égyptien et un écrivain égyptien, Marouz et Sadat. L'un a été tué. Lorsqu'on arrête
les snipers, on lui pose la question, pourquoi vous l'avez tué? Oh, parce qu'il est fidèle. Qu'est-ce que signifie fidèle? Oh, je ne sais pas. L'écrivain, quand il a été arrêté, quand il a été aussi tué, on arrête le sniper, on lui pose la question au cours d'un procès, pourquoi vous l'avez assassiné? Oh, parce qu'il écrit des romans. Est-ce que avez-vous déjà lu ces romans-là? Il dit, je ne sais ni lire, ni écrire. Mais il critique. Mais il a ôté la vie. Ceux qui critiquent les gens, généralement, ils ne les connaissent pas. Donc le débat de la rue, le débat de coulisses, on n'aime pas suivre ça. Si vous avez un problème, si vous voulez critiquer, palpez la réalité, venez au sein de l'IPEN. Vous avez des caméras ici, vous pouvez vous déplacer, venez au sein de l'IPEN. La réalité est qu'il y a un changement total dans tous les secteurs, dans la gestion de cet établissement. Venez à l'université. D'ailleurs, le cas que vous venez de soulever, c'est juste un cas spécifique. Il y en a beaucoup. Moi, je me porte garant. Oui, oui. Je vais payer votre déplacement d'ici à l'Université pédagogique nationale. Okay. Vous allez rencontrer les étudiants partout où ils seront, même dans des restos. Vous allez les interroger par rapport, absolument, par rapport à la réalité, par rapport au travail du comité de gestion, par rapport au développement de l'IPEN, par rapport à tout ce qui se passe avec l'Université pédagogique nationale, et vous allez conclure vous-même. Nous reviendrons ici avec les images pour discuter avec ceux qui critiquent la gestion de l'IPEN. Merci beaucoup, M. Amis Kalala, mise au point faite avec succès. Alors, en République démocratique du Congo, en parlant de la politique, puisque vous êtes également un acteur politique, aujourd'hui, parmi les points qui ne cessent de pouvoir permettre aux Congolais de circuler, de faire les affaires sans pour autant être inquiétés, sans pour autant y penser, c'est également le sujet de la Constitution. Changement, modification de la Constitution. Amis Kalala, quel est votre point de vue? Êtes-vous pour ou contre par rapport à l'état ou au moment actuel que traverse notre pays dans sa partie orientale? D'abord, je voudrais vous dire ceci. Il y a des questions sensibles qu'il ne faut pas aborder lorsque nous ne sommes pas au bon moment ou lorsqu'il n'est pas temps. Exact. Vous connaissez M. Bahati Lukwebo? Oui, oui. Où il est aujourd'hui? Il est où? Il fut deuxième vice-président du Sénat. Sénat, exact. Il n'y a pas un mois. Il a été déchu. Il a démissionné d'ailleurs. Son point de vue sur le changement ou la révision de la Constitution. C'est une question sensible que l'on doit s'abstenir à commencer à débattre même sur la moto. On aborde ce sujet, on commence à discuter, on commence à dire n'importe quoi. Moi, je suis indépendamment libre de mon esprit. Je peux réfléchir en moi. L'on ne peut pas m'intoxiquer pour réfléchir. Je vous ai cité le cas de M. Bahati. Ils sont nombreux qui ont essayé de mettre leur point de vue par rapport à ce sujet du changement. Ils sont également libres, n'est-ce pas? Comme vous. Je voudrais... Est-ce que vous le savez que la République démocratique du Congo est en guerre et sous état de siège? Comment l'on peut aborder cette question de révision ou changement alors que la Constitution elle-même dispose dans son sein, il peut y avoir en aucun cas réfléchir sur le changement ou la révision de la Constitution si le pays est sous état de siège ou en guerre. Mais ceux qui ont aimé, je voudrais m'adresser à ceux qui entourent le président de la République. Le président Tshisekedi a beaucoup souffert à l'opposition. Il y a l'artiste et comédien que je ne voudrais pas citer les noms. Il était le tout premier Congolais à avoir flatté le chef de l'État. Le tout premier Congolais. Le tout premier Congolais. C'est un comédien. Je ne voulais pas citer son nom. En plus, avoir flatté. Oui, c'est un tout, je l'ai dit. C'est un tout premier Congolais d'avoir flatté le président de la République. Quand le président a été élu en 2019, après son investiture, il a dit que le président Tshisekedi a laissé le Mokonzi au TB pas na ba on a limité. Ce qu'a sali likamutoko que nous funda et pas maman Marthe. Ça a suscité des polémiques. Et on savait ce qu'il cherchait. Et depuis lors, il est resté dans ses affaires, etc. Tout ça.
Ce n'est pas bon lorsqu'on entoure un chef. La force du chef, c'est ses subalternes. On doit faire très attention avec des questions sensibles. Frustrer les gens, ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon. Nous devons réfléchir. Qui d'entre eux, qui parmi tous ces gens, bien que c'est le président lui-même qui avait dit au Katanga qu'il mettrait en place une commission pour réfléchir sur le changement ou la révision de la Constitution. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, il n'a jamais mis une commission pour réfléchir. Oh. Mais nous avons suivi ceux qui ont dit aux autres que Bobangate et Lokowana Toko touché à Mokak. Mais pourquoi la thématique, la question revient avec insistance? Les autres qui sont venus aussi à gauche, ils ont tenu aussi leur discours. La République démocratique du Congo est unie et indivisible. Il faut faire très attention avec la parole. Quand on lâche la parole, quand on libère la parole, même si on la retire, vous avez déjà laissé quelque chose. Si vous avez lésé une personne, je prends un exemple, c'est que vous n'aimez pas. Je le prononce dans ma bouche. Et par après, je vous dis, en tout cas, monsieur, je suis désolé, je le retire. Ça change quoi si j'ai retiré mes propos? Vous l'avez déjà libéré. Moi, je pense que cette question du changement ou de la révision constitutionnelle, ne devrait pas intervenir. Personnellement, je vous dis, c'est constitutionnel. C'est constitutionnel. Sous état de siège et pendant la guerre, l'on ne peut pas réfléchir aussi comment toucher, modifier, changer la Constitution. Ceux qui se disent être juristes, avocats, spécialistes en droit constitutionnel, etc., le savent. Ils ont lu la Constitution. Oh, c'est un calcul politique. Pourquoi vouloir flatter le chef jusqu'à ce point? Pourquoi vouloir flatter le chef? Le président de la République a un programme qu'il a présenté à plusieurs fois aux Congolais. Tout Congolais de bonne qualité, tout Congolais de bonne foi devrait préalablement accompagner le président de la République à réaliser son programme, à réaliser ses projets. Que les Congolais se sentent à l'aise. Dites-moi un peu, réfléchissons. Kabila quitte le pouvoir en 2019. En 2018, le président Tshisekedi arrive au pouvoir en 2019. Nous pouvons équilibrer. Mettons un peu la balance. Prenons la gestion de Kabila. Mettons à gauche la gestion du président Tshisekedi. Mettons à droite. En termes de problèmes des Congolais, quels sont les problèmes résolus? Le président de la République est élu au suffrage universel direct sur base d'un programme d'action qu'il fait quoi? Qu'il présente à la population. Bon votenga ceux qui n'ont commis Mokonzi. Le chef n'hérite pas des problèmes. Le chef en sait déjà et il vient pour faire quoi? Pour trouver des solutions. Parce que si vous ne connaissez pas les problèmes de la maison que vous voulez occuper, vous ne saurez pas les résoudre pendant que vous y serez. Il ne donne pas des solutions? Je ne dis pas qu'il ne donne pas de solutions. Okay. Il faut faire très attention avec mes propos. Je dis ceci. On peut mettre la balance ici pour peser le problème que les Congolais, que Kabila a laissé en 2018. Aujourd'hui, nous sommes en 2026 en termes de social. Tout ce que l'on paye. Soyez clair, est-ce que ces problèmes persistent? Ou nous pouvons quand même dire que il y a des solutions qui sont trouvées, mais il faudrait encore enfoncer. Je ne violerai pas la règle. Parce que vous êtes journaliste et vous ne pouvez pas répondre des questions. Ceux qui me suivent à la maison, je voudrais que vous réagissiez aux commentaires. Je voudrais que vous réagissiez. Membre du gouvernement soit-il, journaliste soit-il, joueur, tout le monde, étudiants, élèves, partout là où vous êtes, les mamans qui sont au marché, je vous salue. Les mamans qui vendent les habits, je vous salue. Les mamans qui vendent la farine, je vous salue aussi. Répondez dans les commentaires. Le problème des Congolais, après le départ de Kabila en 2018 et aujourd'hui nous sommes en 2026. Est-ce que l'homme congolais est réellement content de ses désirata vis-à-vis de ceux qui gouvernent le pays? À vous la réponse. Puisque vous avez la liberté d'esprit, la liberté des pensées, nous pouvons dire que, selon vous, ce sont juste des ambitions de maintien du pouvoir?
Non, des calculs politiques? ça Parce compte. que ça reste que 2 années Moi, je pour crains. le régime actuel. Moi, je crains. Moi, je crains. Vous savez, il y a un type là que j'ai suivi qui est en train de récolter les signatures. Il a 100 000, 600 millions de signatures déjà récoltées. Pour le changement, la modification. Oui, 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 oui. Donc on consulte déjà le peuple. Est-ce que ce type-là peut aller à Goma? Nous prendre même 30 signatures de ceux qui sont à Goma. Parce qu'ils sont congolais. La République démocratique du Congo est d'1,4 million. Mais ceux qui sont à Goma, si vous les isolez, s'ils sont isolés, vous prenez les signatures à la chambre d'hôtel, vous réunissez des gens avec l'intelligence artificielle, vous voulez flatter, ce n'est pas bon. Et surtout que l'on est jeune. Ils sont frustrés. Nous jeunes, nous devons être très éveillés et cultivés. Le Congo ici, ce n'est pas... C'est un bien commun. Le Congo nous appartient tous. Nous devons réfléchir, nous devons y penser au développement de ces pays. Il ne faut pas être flatteur très tôt. Ce n'est pas bon. Et je crains que ça puisse nous amener dans un terrain un peu trop compliqué. Ce n'est pas bon. Ceux qui pensent aux révisions ou aux changements, je les renvoie à lire la Constitution. L'article 218, allez-y lire. Qu'est-ce que la Constitution dispose? Et revenez répondre à cette question. Et on est censé respecter cette constitution. Mais nous sommes censés respecter. Depuis que le président de la République a dit qu'il mettra en place une commission, vous l'avez écouté encore se prononcer sur cette question. Au palais du peuple, on l'a interpellé, les gens ont chanté. De changer la constitution, le président, qu'est-ce qu'il a dit? Nayoki, mais Oui. vous pensez que le président c'est un lâche? Le président Tshisekedi c'est un combattant, c'est un guerrier. Et s'il s'exprimait à travers ben des oui. collaborateurs, Non. d'ailleurs, aux Omona, au jour le jour, Moi j'ai dit ceci. sur des plateaux, dire que nous allons changer, Moi, j'ai pas dit ceci. modifier, Moi, j'ai changer. dit ceci. Si les chefs s'exprimaient à travers ses collaborateurs, Je suis beaucoup... il est aussi politique. Hein? Je suis beaucoup M. Barnabé Milingani. Il a dit une fois qu'il a été arrêté par l'influence du collaborateur du chef. C'est lui qui a dit ça. Moi, je vous ai dit, depuis que le président s'est exprimé au Katanga, vous l'avez entendu revenir sur cette question. Prenez l'article 69 de la Constitution, dans son deuxième alinéa. On interpelle, cet article-là interpelle le chef de l'État de respecter cette Constitution. Parce qu'il en a prêté serment conformément à l'article 74 de cette Constitution. Je pense que le président lit bien la Constitution, il en a la maîtrise. Ceux qui flattent le chef de l'État doivent penser aux Congolais. Mobutu a géré ce pays pendant 32 ans. Où il est? Il est parti. Kabila, le tout puissant qu'il était, 18 ans. Il y a d'autres partis ici à Kinshasa, on ne cédait pas facilement. Parce qu'il y avait la famille Kabila, parce qu'il y avait des gens. Il est parti. Il est parti. Les gens ont commencé, le président n'a pas un mandat, il a une mission, et le président a ça. Oui, c'est bon, c'est bien de le dire. C'est bien de le dire. Pensez aussi aux Congolais. Pensez aussi à ceux qui ont élu, ceux qui ont voté le président de la République. Sachant qu'il aura 2 mandats. Je vous Pas dis, plus. je vous dis les C'est aussi la beauté de la démocratie. je vous dis le destin est têtu. Si dans votre destin, il était écrit que M. Georges sera ministre de la communication en République démocratique du Congo pendant 2 ans, quoi qu'il en soit, vous flatterez ou pas, après les 2 ans, vous partirez. On a connu 4 ministres d'Intérieur sous le président Tshisekedi. Ils sont membres de l'IDPS. Pourquoi ils sont remplacés? Vous pensez que ces gens-là n'avaient pas assez des arguments solides pour dire au chef de l'État non, il faut que nous restons, etc. Non. On ne peut pas chercher des postes comme ça. Qu'est-ce que vous enseignez à ceux qui sont après vous? Vos enfants qui vous suivent à la maison quand vous prenez la parole à la place publique. Vos femmes, vos parents. En parlant de ministre de l'Intérieur, vous êtes congolais. Aujourd'hui à Kinshasa, vous constatez comme plus d'un qu'il y a vraiment la montée de l'insécurité. Comment comprenez-vous cela?
Cette situation de C'est l'insécurité... une situation où les Congolais vont traverser jour les jours. Cette situation de la sécurité, moi je pense que de plus en plus, on commence à perdre nos facteurs, je peux dire, donc notre sens de réflexion. On commence à perdre l'humanisme. Il y a 3 jours ou 2 jours passés, je vis les Congolais au ministère de l'Intérieur. Qu'est-ce qu'ils étaient en train de chanter? Chabani Alobaganayeti. Ils ont chanté, ils ont pris des images. Sûrement des billets de banque ont circulé pour que ces gens-là viennent. Mais Alobaraté, mais à ça, Il y a l'initiateur, la personne qui a initié. Pourquoi il a attendu? Pourquoi ces Congolais-là ont attendu? Après la pétition, la mention contre le ministre de l'Intérieur, qu'ils viennent au ministère de l'Intérieur pour chanter, pour crier. Quand on a tué le monsieur ici, Ekofo, je pense, hein, il dit quelque chose comme ça, c'est lui qui travaillait à Zandou. Qui ont filmé? C'est les Congolais. Qui plairait l'insécurité? C'est les Congolais. qui ont partagé. Qui ont partagé? C'est les Congolais. Braquage ici à Delvaux. Qui ont interpellé? Les images que nous voyons sur les réseaux sociaux, ce sont des Congolais qui filment et ils mettent à la place publique. Et qui viennent chanter. Pourquoi ils filment et mettent ça à la place publique? N'est-ce pas pour interpeller? Moi, je prends mon exemple à moi. Dans ma famille, ma tante, elle est victime d'enlèvement. On l'a enlevée, on a appelé la famille. On a dit, envoyez, écoutez l'exigence de ces gens-là. Ceux qui ils ont commencé à discuter $5,000. On discute avec les gens que l'on ne connaît pas. Nous, à notre niveau, on n'a pas assez de moyens, on n'a pas assez de matériel pour tracer ces gens-là. $5,000. Ceux qui ils ont pris les images, ils ont envoyé. Ils ont pris son téléphone, ils ont changé la photo WhatsApp. Ils ont activé le mode éphémère. Ils ont commencé à balancer aux gens. On a dit payer $1,500. Les gens là ont exigé 50 000 francs à méga na bango bazaki communiquer. Ils ont exigé $100 à carburant. Ils sont allés la jeter à Limité à 23 h. On l'a cherché à Limité, on l'a pas retrouvé. Ils sont allés, ils ont allé la jeter à Lemba. On a pris la police. Nous sommes. J'ai dit moi dans ma famille, ma tante elle est là. Je peux la faire venir ici. Mais après tout ça, on a dit c'est quoi? C'est le rumeur. C'est le rumeur. C'est pourquoi je vous dis que chercher à flatter les gens pousse ces pays à un danger, à un chaos. Nous devons rester constants à notre manière. Ce sont les Nous Congolais devons qui sont rester devant constants. le Je ministère. me pose la question, chers jeunes. Pourquoi vous êtes allés là-bas au ministère de l'Intérieur pour crier? Seulement cet instant. C'est nous les Congolais qui criaient ici lorsqu'on a arrêté, lorsqu'on a cambriolé de part et d'autre. À Victoire ici, nous avons assisté à un chaos. Oui. L'armée, la police s'est réunie pour établir la paix ici, alors que quelqu'un avait amené un truc. C'est un danger. Les Congolais aiment quelque chose et son contraire. On crie à l'insécurité, on cherche à trouver. Aller chanter au ministère de l'Intérieur, c'est affirmer les propos du gouvernement qui réellement sont des rumeurs, parce que les Congolais qui sont venus chanter ne sont pas victimes de tous ces phénomènes de kidnapping et d'insécurité. Si. La sécurité de la population, c'est une question sensible. C'est une question sensible. Il faut une prise de conscience. L'ancien vice-gouverneur de la ville-province de Kinshasa, vous l'avez écouté s'exprimer. Vous l'avez écouté s'exprimer. Vous pensez que c'est un fou? Vous pensez qu'il s'est réveillé un bon matin chez lui à la maison, il prend son téléphone pour se filmer? Ceux qui n'ont pas encore vécu ce phénomène-là de kidnapping, d'insécurité, je souhaite que cette affaire-là vous arrive aussi dans vos familles, vous allez comprendre. Perdre quelqu'un séquestré, quelque part, pendant 1 mois, 3 jours, 1 semaine, on vous demande l'argent. On n'est pas sûr, est-ce que réellement nous allons lui retrouver ou pas? Mais vous envoyez quand même l'argent. Nous allons retrouver. Dans un pays où nous souffrons pour se déplacer, dans un pays où la moto de 1000 francs n'existe plus,
Dans un pays où pour prendre le taxi, c'est des demi-terrains. Dans un pays où pour prendre le pain, il faut. Moi, ça me fait mal voir les Congolais réfléchir avec beaucoup de légèreté. Et surtout les jeunes. Ça me fait mal. Mais si nous allons changer ces pays, soyez-en rassurés. On va se battre pour ce pays. Au regard de tout ce que vous êtes en train de présenter, qu'est-ce qu'il faut faire exactement dans le chef des autorités, mais également de la population qui parfois accompagne le responsable naïvement? Je vous recommande de lire l'ordonnance portant attribution de chaque ministre. Vous allez comprendre les missions du ministère de l'Intérieur. Mais il le sait. Qui, lui, il est censé sécuriser cette population. Il le sait, mais qu'est-ce qui manque selon vous? La politique? C'est le moyen? C'est la méchanceté. C'est la méchanceté. La bonne volonté. L'honnêteté, c'est lorsque l'on sait aussi dire que non, j'ai failli et je démissionne. Lorsque l'on sait se dire aussi que j'ai failli, je démissionne. Au Bénin, il y a eu des élections. Ils ont un nouveau chef d'État. Jeune culé. Talon est parti. Pourquoi il a choisi de partir? Vous pensez que lui n'a pas des yeux? Vous pensez que lui n'a pas la tête pour réfléchir? Pourquoi il est parti? Monsieur le ministre de l'Intérieur, nous les Congolais, nous les Kinois qui sommes ici à Kinshasa, nous vivons dans l'insécurité. Moi je vous dis, ma famille à moi, ma tante, elle a été enlevée. 2 semaines après, on a payé l'argent. On a payé l'argent de mes gars. On a payé l'argent de carburant pour qu'on la retrouve. Prenez cette histoire au sérieux. Prenez des décisions comme des responsables. Ne réfléchissez pas à la hauteur de militants qui vous accompagnent. Ils vont vous induire en erreur. Kabila l'a dit qu'il n'a pas eu 15 personnes, 15 000 collaborateurs pour travailler avec lui, alors qu'eux tous, ils ont chanté à Kingakati. Nous parlons de la ville-province de Kinshasa, oui. Mais tournons-nous un peu dans la province du Kasaï. Comment se porte aujourd'hui cette province, précisément à Tshikapa, puisque vous êtes natif de là? La province du Kasaï, la ville de Tshikapa. Il y a des problèmes partout ou là-bas quand même? C'est chez moi. Les gens vivent calmement. C'est chez moi, c'est chez mes parents. C'est une ville que j'aime beaucoup. C'est ce que je venais de vous dire tout à l'heure. Je crains la manière dont le politique traîne, réfléchissent sur des questions qui peuvent faire avancer la nation. Cette province-là, je ne voudrais pas parler des individus, mais je pense qu'il y a un groupe de politiciens qui se sont réunis pour manipuler la jeunesse. Là, je m'adresse à la jeunesse du Kasaï, à Tshikapa précisément. Il y a un groupe de politiciens qui se sont réunis pour manipuler la jeunesse avec des billets de banque, qui ne veulent pas que ces jeunes-là aient des opportunités pour aller de l'avant, qui veulent que les jeunes-là puissent rester sous les arbres, les attendre pendant la période des élections, venir chanter à leur honneur et leur donner de 10 000 francs, de 1000 francs, de 1500 francs. Monsieur Georges, vous arrivez à Tshikapa aujourd'hui, il y a des gens qui sont nés, grandis, qui ne savent pas ce que c'est une maison éclairée par une ampoule. Oh mais il a 30 ans, il a 50 ans. C'est vrai ça. Et je vous dis vrai. Je vous dis en tant qu'originaire de Tshikapa, je vous parle en tant que fils de Tshikapa, en tant que Kassaïen de Tshikapa. C'est une réalité aujourd'hui. C'est une réalité. Il y a des gens qui sont nés, grandis, qui ne savent ce qui représente une maison éclairée par une ampoule. C'est piquant. Il y a des gens qui sont nés, grandis à Tshikapa. 40 ans, 15 ans, 30 ans. Vous l'amenez un téléphone Android, il ne sait pas. Il ne sait pas comment manipuler ce téléphone. Mais sur les réseaux sociaux, nous assistons à des scènes. Il y a un cas, le député X et le député Y, soit-il, les jeunes en train de se chamailler, en train de se dire matin, midi, soir. Qu'est-ce que vous gagnez? Parmi vous, il y a ceux qui ont fini les universités. Il y a 10 ans, il y a 5 ans. Parmi vous, il y a ceux qui sont encore élèves. Il y a ceux qui sont encore étudiants. Pourquoi se laisser manipuler? Je voudrais interpeller les députés nationaux de Tshikapa. Les députés nationaux de Tshikapa, vous semez du désordre. Vous embrouillez la jeunesse. Faites votre travail. On vous a donné mandat. Votre place, c'est l'Assemblée nationale où vous irez légiférer. Laissez cette population à l'aise.
c'est votre population. Conformément à l'article 5, la souveraineté, elle est représentative. Donc, nous vous avons donné ces mandats-là pour nous représenter au niveau de l'Assemblée nationale. Mais vous devez laisser, avec ce genre de comportement, venir acheter la conscience de la jeunesse. J'appelle à la conscience de la jeunesse de Tshikapa. Chers jeunes, cette province-là nous appartient tous. Nous devons réfléchir sur comment faire développer cette province-là. Vous devez quitter les distractions. Vous devez quitter les distractions. Les journalistes achetés, de part et d'autre. Les jeunes qui viennent de finir les universités, achetés. Le maman, le vendeur, les coopérants, achetés. Les artistes et les comédiens, achetés. Le musicien, acheté. Nous assistons à un chaos. Dites-moi aujourd'hui en quoi vous êtes fiers de cette province. L'état où cette province se trouve aujourd'hui. Interne, les autorités provinciales mais je vous ne dis, font-elles pas leur mission? Je vous dis, je ne le dis Moi, pas. encore les représentants. Je suis choqué. Je ne m'adresse pas, je ne me prononce pas sur les questions de cette province-là depuis un moment. Il y a quoi comme défi majeur à Tshikapa? Le défi majeur à Tshikapa, c'est d'abord la conscience des jeunes. Les députés doivent laisser à intoxiquer les jeunes. Ils doivent laisser les jeunes à vivre en toute indépendance. Si quelqu'un veut adhérer dans ton parti politique, il ne faut pas le forcer à venir adhérer. Il viendra s'il est convaincu de votre programme. Nous assistons à des chaos sur Facebook. Vous venez à la place publique, les discussions, les cas du député X et les députés Y. Est-ce que l'on peut vous inviter aujourd'hui? Ceux qui sont à Tshikapa, les journalistes qui sont à Tshikapa. Je profite de cette occasion pour saluer Marc Laurent Chimanga. Je salue aussi Fabien Gouesh. Jonathan Founi, je te salue aussi, monsieur. Vous pouvez organiser un débat. Vous mettez les jeunes là, côté X, député X et député Y. Venir à la place publique nous définir la vision de leur leader. Ce n'est pas des blabla là, les dons, les trucs là que vous amenez à la jeunesse, vous donnez 10 000 ici, vous donnez 30 000 ici, vous payez ça, vous filmez, vous mettez à la place publique. Est-ce que vous pouvez organiser un débat? Marc Laurent Chimanga, je vous interpelle. Fabien Gouesh, Jonathan Founi, je vous interpelle. Vous pouvez organiser un débat. Appelez ces jeunes là à réfléchir. On se prépare. Moi, personnellement, je vais y arriver avec l'école de résilience. Dans pas longtemps. Et vous avez des ambitions politiques? Non, les ambitions politiques sont nobles. Que tout le monde peut rêver. S'il faudrait diriger aujourd'hui, s'il faudrait arriver, voire même être élu, qu'est-ce que vous comptez changer de façon très très rapide à Tshikapa pour permettre à cette population de pouvoir quand même vivre aussi aisément? Nous ne sommes pas pendant la période électorale. Je ne vous ai dit pas que je suis candidat aux élections. Vous avez des ambitions, c'est pas un problème. Je suis en train de déplorer les comportements exact. de mes frères et sœurs de Tshikapa. Mais les ressources je suis locales... en train de déplorer, je suis en train d'interpeller la conscience des autorités. Exact. Parce que les ressources nationales que provinciales locales ne profitent pas à la population. Je suis en train d'interpeller leur conscience. Vous venez, on vous donne des voix, vous devenez député, sénateur, vous partez. Vous partez. Monsieur, il y a des gens aujourd'hui, ils se réveillent un bon matin, ils ne savent pas un 5 000 francs. La couleur de 5 000 francs. Ils ne savent même pas la couleur de 10 000 francs. Le gouverneur est là, qu'est-ce qu'il fait comme lobbying même au niveau national? J'interpelle les autorités. Vous avez cité le gouverneur Crispin Mukendi. Il doit collaborer avec le gouvernement national. J'étais à Bandung, à la 13e conférence de gouverneurs. Oui. J'y étais. J'ai écouté le message du gouverneur Crispin Mukendi. Je le salue là où il est. Je salue ses efforts. Je lui jette des fleurs. Voilà un homme à la tête de cette province. Monsieur le gouverneur Crispin Mukendi, dans son discours, le gouverneur a interpellé. Le gouverneur a plaidé pour la province. Qu'a-t-il dit, ce gouverneur? Frais de fonctionnement, 48 mois, il n'a rien reçu. Rétrocession, 85 mois, il n'a rien reçu. Frais de fonctionnement des ETD, 72 mois, rien reçu. Frais d'investissement, 82 mois, rien reçu. Caisse nationale de péréquation, de même. Il a fait son plaidoyer. Je lui félicite là où il est. Un homme qui a la vision pour cette province. Mais il est bloqué parce que les intérêts politiques priment avant tout. Le gouvernement central doit accompagner le gouverneur de la province du Kasaï. Tshikapa c'est maintenant, Kasaï c'est maintenant. Cette province-là doit se développer. Cette province-là doit émerger. J'appelle la population du Kasaï de soutenir cet homme, le gouverneur Mukendi Crispin,
qui a une vision pour la province, qui se bat matin, midi, soir. Qui a aussi les moyens. Je vous ai cité ici. Il a aussi les moyens nécessaires. Je vous ai cité ici. L'article 171 de la Constitution prévoit, sépare le budget des provinces et du gouvernement central. Mais il déplore, il n'a rien reçu depuis qu'il est gouverneur, il ne reçoit rien. Comment la province doit émerger? Parce qu'il est bloqué. Parce qu'il y a les individus qui ont postulé, qui ont voulu postuler comme gouverneur, etc. Ça n'a pas marché. Ils sont revenus, ils sont ici à Kinshasa. Ils se battent matin, midi, soir pour étouffer cet homme, pour étouffer la vision de cet homme. Ils doivent s'éveiller. Les collaborateurs du gouverneur, éveillez-vous. Gouverneur, vous devez mettre le moyen par rapport à votre communication. Les gens doivent communiquer. Vous avez une vision pour la vie. Les solutions concrètes qu'il faudrait mettre alors en place sont lesquelles pour arriver quand même à changer la tendance au niveau de Tshikapa? Nous avons qu'une seule solution, c'est la conscience. Si on n'est pas conscient, on ne saura pas se développer. Les solutions que le gouvernement et le dirigeant doivent mettre en place, chacun d'eux sait ses limites. Chacun d'eux, tout le monde là, ces dirigeants-là, ils savent où commencer, son point A et le point Z. Ils doivent le mettre en applicabilité. Vous devez quitter les intérêts politiques. Ça freine le développement de la province. Les gouverneurs plaident pour le développement de la ville. Les autres cherchent à mettre des mains noires à côté pour freiner, pour dire voilà, etc. Non. C'est un gouverneur. Il est le représentant du chef de l'État à la province. Ouais. Il doit concrétiser la vision du président de la République. Il doit accompagner cette vision. Le moyen. Il est censé avoir des moyens. Exact. Mais le gouvernement central doit aussi mettre les moyens pour accompagner ces gouverneurs crispins. Oui. Tshikapa aujourd'hui abandonné, oublié par les autorités. Pourquoi cette ville doit être abandonnée, oubliée? Le ministre du gouvernement central, notamment le ministre de la Jeunesse, les initiatives, vous vous limitez avec vos initiatives à Kinshasa. Kinshasa ne réunit pas 85% de jeunes. Nous avons aussi des jeunes dans des provinces. Il peut y avoir aussi des objectifs, de vision, de projets. Vous laissez d'abord Kinshasa, vous commencez aussi dans des provinces. Et Kinshasa viendra après. Pourquoi on doit toujours commencer? Est-ce que Kinshasa c'est une priorité? Ne voyez-vous pas qu'il faudrait mettre aussi des stratégies pour attirer des investisseurs à Tshikapa? C'est ça que je dis. J'interpelle le gouverneur à juger bon sur sa communication. Au niveau central, les gens n'entendent pas Tshikapa. On ne parle pas de Tshikapa. On ne parle pas du Kasaï. Vous étiez à Bandundu, à la conférence. Nous y étions là. Vous étiez accompagné de combien de gens qui ont relayé votre message? Qui ont expliqué votre message à la population pour vous accompagner, pour vous appuyer, pour solliciter au chef de l'État, pour solliciter auprès du gouvernement central d'y mettre le moyen conformément à l'article 3 et 171 de la Constitution? Qui l'ont fait? Monsieur le gouverneur, vous avez une vision, nous l'avons compris, nous vous accompagnons, nous vous soutenons. Vous êtes un homme qui a une vision pour le développement de cette province. Vous avez mon accompagnement, vous avez mon soutien. J'appelle à la conscience de la jeunesse du Kasaï d'accompagner ce gouverneur. J'appelle aux politiques du Kasaï d'accompagner. J'appelle aux églises, à des communautés, Pende, Tchokwe, etc., accompagner le gouverneur Crispin Mukendi. C'est l'homme que Dieu nous a envoyé pour le développement de cette province. Avec Crispin Mukendi à la tête de la province du Kasaï, Tshikapa va se métamorphoser. Dans moins de 8 mois, Tshikapa va se métamorphoser. Cette gouverneur, quand je l'ai suivi à Bandundu, mais c'est Georges, j'ai failli pleurer. Beaucoup de gouverneurs ont caché des problèmes. Vous vous demandez, mais comment il a... Comment lui arrive à exposer devant le président de la République? Il parle de soins. Il dit que le Tshikapa n'a pas un hôpital, qu'il y a des normes. Il interpelle. Les centres de santé, là, les histoires. Nous espérons qu'il y aura quelque chose... Vous imaginez? Sera vraiment j'ai suivi le gouverneur, j'ai failli pleurer. Aller aux rescousses de je me suis dit, voilà l'homme. Monsieur le gouverneur, battez-vous sur votre communication. Interpellez le membre de votre gouvernement. Maître Bazin Pembe, le ministre de la Communication, il est ici. J'ai pris langue avec l'un de ses collaborateurs. Je vais me voir avec lui avant qu'il ne rentre à Tshikapa. Je vais échanger avec lui sur d'autres questions. Oui, il est de temps en temps à Kinshasa. Oui, par rapport aussi à... Il est appelé à être là-bas. Oui, il est député provincial. Il est ministre de la Communication à Tshikapa. Okay. Il est permanent à Tshikapa. S'il est venu ici, je pense qu'il est membre de la FDC.
de Bati Lukwebo. Il est venu par rapport à des climats politiques, mais c'est quelqu'un qui se bat aussi. Je vous salue, Maître Bazin Pembe, là où vous êtes. Monsieur le gouverneur, nous y reviendrons pour parler de la ville-province de Tshikapa. Nous allons faire des directs, nous allons interpeller les autorités, nous allons réunir les ressortissants de Tshikapa qui sont ici à Kinshasa, nous allons déposer les mémos, nous allons parler de Tshikapa, nous allons interpeller, nous allons conscientiser cette jeunesse qui est maltraitée, qui est travaillée moralement par les politiques, qui ne veulent pas le développement du Kasaï. Nous, on est fils de là, on sait la beauté de cette ville, on sait les désirata des jeunes qui sont à Tshikapa, et nous devons quand même les accompagner, nous devons quand même solliciter un soutien pour que cette jeunesse aille gain de cause, pour que le gouverneur fasse mieux son travail, pour que ceux qui sont là, ceux qui ont la volonté du développement de la province, travaillent conformément à leur vision et que la province se développe. Tshikapa n'a pas d'électricité, Tshikapa n'a pas de routes modernes. Aujourd'hui, les supermarchés, c'est un luxe. Les jeunes de Tshikapa ne savent même pas ce qui se représente le fibre optique, nous etc. Nous allons revenir sur ça. Ça fait mal de voir quelqu'un qui est né. Mais avant de pouvoir parler certainement du sport, puisque ça a été signalé, puis nous sommes en train de chuter, il y a une question ici, et puis vous allez répondre à cette question, et puis nous allons prendre la dernière thématique, hein, et puis de temps en temps, nous allons revenir sur les différents problèmes que nous rencontrons dans la ville-province de Kinshasa et ailleurs. Je suis Unkosalam Kienga, depuis Kinshasa Ngalema, parlant du ministère de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières. Premièrement, je souhaite d'abord que cet ministère soit détaché de certaines tâches, comme l'affaire coutumière au chef coutumier. Sur ce, ma question est la suivante. Quels sont les mécanismes, hein, on vous pose la question, chez M. Kienga, quels sont les mécanismes à mettre en place afin que la politique dans ces secteurs touche profondément et rencontre les aspirations et les inquiétudes du peuple? Je voudrais répondre à cette question en rejoignant le propos de M. Bati Lukwebo. Rapidement, et puis on parle de la dernière thématique. Il a dit ceci, le Congo n'a pas un problème de texte, mais le Congo a un problème d'homme. Le ministre est nommé ministre. Il a trouvé les textes. Qu'est-ce qui lui manque pour mettre en applicabilité ces textes-là? Vous pensez qu'à Brazzaville, il n'y a pas de ministre d'Intérieur? Je voudrais vous rappeler. Je vous parle ici de la conscience. Je vous parle ici des problèmes de la conscience. C'est très capital, les gens doivent retenir ça. Quand les gens cherchent à flatter, ils perdent le pédale. Et ils jettent leurs responsabilités en poubelle. Et nous subissons ce que nous subissons. Donc il faut la conscience. Il faut un travail acharné pour que ces problèmes soient résolus. Un travail acharné, voilà. Nous allons prendre la dernière thématique, mesdames et messieurs. Comme ça a été annoncé, nous sommes en direct de votre émission Temple du Savoir sur Centrale Télévision avec notre invité du jour, M. Amissi Kalala, qui est coordonnateur de l'école de Résilience, mais aussi acteur politique. Avec lui, nous essayons de parler de différentes préoccupations qui dérangent ou constatées au sein de la société congolaise. Alors en prenant le dernier sujet, vraiment un peu de mots, parce que nous avions promis aux téléspectateurs de dire un mot par rapport à la qualification de nos léopards à la Coupe du Monde. Comment avez-vous d'abord apprécié la dernière ou les dernières performances des léopards? Les léopards de la RDC, une fois de plus, félicitations aux veilleurs soldats qui se sont battus pour qualifier cette équipe après 52 ans à la Coupe du Monde. Là où ils sont, recevez mes très sincères félicitations, les staffs techniques et tous ces gens, les Congolais qui ont accompagné cette équipe pour réaliser aujourd'hui ces défis. Donc j'ai apprécié aussi, comme tout Congolais, la qualification. Au moins que vous soyez de mauvaise foi pour ne pas applaudir, pour ne pas soutenir cette action. Mais cette question de la qualification, les gens l'ont amené à un terrain politique qui a poussé d'autres Congolais à tenir des propos un peu maladroits à l'égard de cette équipe et puis certains dirigeants parce que les gens ont politisé cette affaire. Ah bon? Dès lors de la qualification au Mexique, j'ai suivi en premier sur le ministre de Sport qui a pris parole au vestiaire. Rapidement, mes amis, s'il vous plaît. Il a dit, la RDC s'est qualifiée. Tous, on savait que c'est l'État qui a mis les moyens pour que cette équipe-là se représente, pour que cette équipe-là, pour que les gars-là, les soldats-là travaillent, soient dans de bonnes conditions. Nous le savons, ce n'est pas des moyens d'un individu. Il faut faire la différence entre Vita,
entre comment les aigles et l'équipe nationale des léopards. Imana, Aujourd'hui, Didier Timangapé s'est tapé la poitrine, dire tout ce qu'il peut dire, prendre ces animateurs-là, les mettre à la place publique, chanter son nom parce que l'équipe-là lui appartient à lui. C'est lui le président. C'est lui le président. À cause de politiser les histoires des sports, les sports au Congo, aujourd'hui, l'unique et le seul club qui faisait la fierté en Afrique, le tout-puissant Mazembe. Vous entendez parler de Mazembe comme en 2010, en 2018, en 2015. Pourquoi? Parce que vous avez pris Mazembe. Je ne sais pas expliquer. Donc, vous avez considéré Mazembe, au lieu de considérer l'équipe de football Mazembe, vous avez considéré un individu qui gérait cette équipe-là. Et c'est un problème. Aujourd'hui, c'est un problème. Si on continue, nous arrivons aujourd'hui au stade au Palais du Peuple. Les gens sont arrivés, les léopards sont venus. On a vu tous les panneaux. Tina 3, mandat, tout ça. Pourquoi tout ça? Pourquoi politiser les sports? Ce qui n'est pas intéressant. Politiser les sports. Quels sont les points forts et faibles que vous voyez dans cette équipe? Et puis vous allez placer votre dernier mot pour aujourd'hui. D'abord, dans cette équipe, l'équipe nationale là, je mettrai mon point de vue. Mais pas maintenant. J'ai vu l'équipe, ils se sont qualifiés. Les matchs se gagnent. On dit souvent que le final... Qu'est-ce que vous attendiez encore? Le tout premier match pour évaluer? Le tout premier match, nous avons les gars, tous nos joueurs. Est-ce qu'il y a un Congolais qui joue ici au Congo qui est à l'équipe nationale? Ils sont dans des compétitions là-bas avec les étrangers. Moi, je le dis toujours que dans l'équipe nationale là, vous savez, parce que la politique là n'est pas bonne. Cette politique là n'est pas bonne. Au Congo, ici, nous avons des joueurs qui jouent mieux que Sadik. Nous avons des joueurs qui jouent mieux que Maswak. Nous avons des joueurs qui jouent mieux que Bakam, que Mecha Kelia. Dans nos clubs. Mais c'est non seulement dans nos clubs ici, il y a des jeunes talents. Vous avez déjà fréquenté les 145 territoires. Vous avez fréquenté les 26 provinces. Vous avez, allez-y là-bas chercher. Vous allez voir les quartiers, les jeunes. Pourquoi ces jeunes-là ne sont pas aujourd'hui à l'équipe nationale, ne sont pas intéressés? L'Inafoot, vous l'avez tué. Ça est bête à rassouter. L'Inafoot. Les joueurs là, les jeunes qui sont là. L'encadrement. Est-ce qu'il y a l'encadrement aujourd'hui? On ne parle que de la qualification des léopards. Quid de d'autres sports? Quid de d'autres sports? Donc, la politique n'est pas bonne. Les gens ont politisé les sports et on n'ira pas de l'avant. Il faut laisser le sport à côté. Il faut laisser les sportifs aller se jouir. Il faut laisser les sportifs diriger les sports. Ce n'est pas bon de politiser le sport. Ce n'est pas bon de frustrer les gens. Ce n'est pas bon. Nous devons laisser cette habitude-là. Nous devons accompagner le président de la République. Là où il a fait mieux, nous applaudissons, monsieur le président de la République. Nous sommes reconnaissants par rapport à ce que vous avez eu à faire. Le moyen que vous avez mis. Place, c'est fini. Il ne faut pas créer des slogans pour lui faire plaisir. Chancel Bembola a donné la parole, capitaine de son État. Il a failli à ses missions. Il devait plaider. Et ils viennent ici. Ils savent comment ils se déplacent. Bembala est le fruit de la RDC. Ici à Kinshasa. Bemba joue au foot ici. Il mange le riz sec. Il fait des capitaine de Léopard. Ah ben oui. A-t-il pensé à des initiatives pareilles? Parce que le président leur avait dit que non, après la qualification, demandez-moi tout ce que vous avez après Stade de Martyrs, ils étaient aussi en coulisses. Peut-être qu'il y a eu aussi des échanges dans ce sens. Parce que qu'est-ce qu'il a eu vraiment médiatisé dans ce sens. Ça a été médiatisé, nous avons suivi ça à la RTNC. Oui, bien sûr qu'il y a eu également des échanges en coulisses. On l'a donné la parole à la place publique. On l'a donné la parole à la place publique où il y avait des Congolais qui sont venus leur dire félicitations. Oui, ils devaient profiter de cette occasion. Vous savez les stades de Martyrs que nous avons ici aujourd'hui. Qui ont plaidé pour ça? C'est lors de la qualification à la Coupe du Monde aussi. Exact. Ils ont plaidé. Ils ont dit que non, construisez-nous les stades. Construisons-nous les stades. C'est pourquoi il faut vivre seulement au pays pour savoir les réalités du pays. Sinon, il faut dire bonne chance au léopard. Non, je l'encourage. Je suis sportif, je suis congolais de très très bonne qualité. Je suis derrière mon équipe. Mais ce que moi j'aime pas, c'est la politisation de l'équipe nationale. Nous vous remercions, monsieur Amissi Kalala, d'avoir répondu à notre invitation. Merci d'être passé. Alors, mesdames et messieurs, voilà, nous sommes arrivés à la fin de notre mission. Je pense que vous n'avez pas encore un autre mot très sensible à placer vraiment en 2 secondes. Est-ce qu'il y en a? Je voudrais placer un mot à la jeunesse. Éveillons-nous, travaillons pour le développement de ce Congo. Moi, je suis prêt. Et je vous rassure, soyez-en rassurés. Je suis porteur d'une vision claire pour cette République. Je suis porteur d'une vision claire pour le changement de ce Congo. Réveillons-nous, travaillons pour le développement de la République démocratique du Congo, messieurs
Amici venait de lancer cet appel à la jeunesse congolaise. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. Pour aujourd'hui, nous vous disons vraiment au revoir. Vous étiez nombreux en train de nous suivre à travers les mondes sur Centrale Télévision, mais également à travers les différentes plateformes. Alors pour aujourd'hui, nous vous disons encore une fois, merci de nous avoir tenu compagnie. Merci à l'équipe technique qui nous a accompagnés. Alors je vous dis déjà au revoir et au prochain numéro avec plaisir.